Julien Bayou. Bonjour. Il y a 15 jours, votre candidat Yannick Jadot a obtenu moins de 5% des voix à l'élection présidentielle. Vous avez compris ce qui s'est passé? Déjà oui, l'extrême droite était très haut et Emmanuel Macron a été réélu. Excusez-moi de dire que le second tour a évidemment tout écrasé et j'ai pas le sentiment que le président Emmanuel Macron ait pris la mesure du danger. Alors, on va tenter de faire un truc dans cette interview. Je vais tenter de poser des questions. Si vous pouvez tenter de répondre à mes questions plutôt qu'à d'autres. Ma question était vraiment sur le premier tour. On parlera autant que vous voulez du second, mais pour la bonne compréhension de cet entretien, sur le premier tour et sur le score de votre candidat. Grand plaisir. Simplement, l'événement de ce mois-ci, c'est plutôt la réélection d'Emmanuel Macron face à une extrême droite historiquement haute que le score, et j'y viens, des écologistes est évidemment en dessous de 5% et c'est un échec collectif. Et donc, moi j'ai dit nous devons être lucides. Et on a échoué alors que l'écologie apporte immensément de réponses concrètes, on a échoué à pouvoir le présenter aux Françaises et aux Français. Le journal L'Express a révélé des échanges WhatsApp que vous avez eus avec vos équipes où vous accusez Yannick Jadot d'avoir, je cite, singé Emmanuel Macron, de s'être excusé d'être écolo. Est-ce que ça, vous lui avez dit en face, les yeux dans les yeux aussi? Alors, je visais pas forcément Yannick Jadot, mais oui, on a eu cet échange, évidemment. Moi mon rôle, c'est d'être lucide, intransigeant sur le bilan et sur les leçons qu'on doit tirer. Parce qu'on me dit l'élection présidentielle, c'est pas une élection pour les écologistes. Eh bien, elle doit le devenir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre autant de temps sur le climat, sur la justice sociale, sur la démocratie. Donc, nous faisons ce bilan, on l'a travaillé, on a eu des temps d'échange avec les militants, les militantes. Ce temps va se poursuivre. Et oui, il y a eu un problème de stratégie collective. Hein. Je ne mets pas tout sur le dos. Vous mettez dedans de Yannick, bien sûr, oui. Bien sûr. Je vous dis, c'est un échec collectif. Et moi, je pense que c'est absolument fondamental de ne pas d'emblée se projeter sur les nouvelles élections législatives, par exemple, sans tirer les leçons de ce qu'il faut bien appeler un échec, absolument. Vous dites que c'est un échec collectif, mais quand même, est-ce que vous auriez préféré un candidat plus radical, un candidat qui renverse la table, qui, par exemple, va démonter des McDo pour montrer qu'il est vraiment écolo? Mais Yannick Jadot, pour le coup, a tenu nos valeurs, a tenu les convictions, et je le remercie pour ça, notamment sur les aspects humanistes, sur l'accueil des réfugiés, sur l'intransigeance vis-à-vis de la réponse ferme et solidaire européenne face à Vladimir Poutine. Pour tout ça, nous le remercions, et ça a été une grande fierté. Et je pense que par contre, on n'a pas su s'adresser à la jeunesse, on n'a pas su sentir ou répondre à une colère qui monte dans le pays, et pourtant l'écologie apporte ses réponses. Sur la démocratie, sur le sentiment de relégation, l'écologie apporte des réponses. Sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de vivre, sur le porte-monnaie, l'écologie apporte des réponses. Pourquoi vous n'avez pas été audible là-dessus, selon vous? Eh bien, je souhaite. Alors, il y a des aspects exogènes. Hein, le climat a été très peu dans les débats, aux alentours de 2-3%. Je souhaite qu'on ne mette pas tout sur le dos de facteurs exogènes. Et donc, c'est pour ça que j'assume cette lucidité, cette intransigeance, et que nous puissions examiner en profondeur ce qui n'a pas marché, justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs demain. Quel a été le poids de Sandrine Rousseau dans l'échec de Yannick Jadot? Est-ce que vous vous en voulez de l'avoir laissé s'exprimer dans les médias pour dire parfois l'exact contraire de ce qu'il disait lui? Non, mais vous voyez, moi je ne veux pas mettre... s'il y a des problèmes endogènes, s'il y a des questions internes, l'organisation du mouvement, la manière dont on produit le projet, je souhaite d'abord qu'on s'attache à ces échecs-là. Parce que ça serait trop facile de dire c'est la responsabilité de tel ou tel. Là, vous aviez quasiment 2 candidats dans les médias. Oui, mais c'est dommage. Moi, je souhaite compliqué pour une élection. Je trouve que Sandrine Rousseau aurait pu apporter une voix complémentaire. Là, pour le coup, elle a, c'est vrai, passé du temps à commenter ou critiquer la campagne dans des déjeuners presse plus ou moins off. Elle aussi a échoué à porter une campagne complémentaire. Delphine Batho, par exemple, qui était aussi une compétitrice de la primaire populaire, de la primaire écologiste, a pu, par exemple, en tant que porte-parole, apporter une voix complémentaire, et ça a bien fonctionné. Et concrètement, vous dites que vous avez été dépassé? Vous avez été dépassé par cette campagne? Non, en fait, le mouvement s'est organisé avec justement cette primaire. On a pu porter un financement à la hauteur de nos ambitions. On a organisé la collecte des signatures. On a posé les fondamentaux. On a posé un socle programmatique. Et ensuite, dans la campagne, ça n'a pas fonctionné. On n'est pas rentré en résonance avec les Français et les Françaises. Ça aurait pu. Vous voyez, quand la guerre survient en Europe, le fait de dire c'est la réponse européenne qui nous permet de répondre à l'impérialisme russe, c'était dans le juste. Et nous n'avons pas su... vous n'étiez pas le seul sur cette ligne-là. Pour le coup, c'était la ligne d'Emmanuel Macron aussi. Tout à fait, certainement. Mais quand on dit
il faut sortir de la dépendance aux fossiles. On ne l'a pas découvert au moment où les prix flambent. Nous disions depuis longtemps, les ménages sont très vulnérables. L'addiction aux fossiles, pétrole ou gaz, va nous poser un problème d'indépendance énergétique. À nouveau, on était dans le vrai et on n'a pas su en faire un atout. Ça n'a pas été un déterminant du vote. Il y a pourtant de très fortes préoccupations sur l'environnement, sur le climat, et on n'a pas su. Et je dis pas qu'on a manqué de pédagogie, parce que ça, c'est quand, vous savez, vous avez tout juste, et que c'est les Françaises et les Français qui n'ont pas compris. Je dis bien au contraire, nous n'avons pas su entrer en résonance avec les attentes profondes de la population. Bon, vos frais de campagne n'ont pas été remboursés parce que vous n'avez pas atteint les 5%. Vous avez lancé un appel aux dons. Vous en êtes à combien ? On approche, oui, nous avons lancé un appel aux dons parce que nous avons une dette qui ne sera pas remboursée de 5 millions d'euros. Oui. Et vous avez combien là ? On approche des 2 millions d'euros. C'était l'objectif qu'on se donnait en 5 semaines. On approche des 2 millions d'euros. Je ferai la transparence cet après-midi ou demain complète sur le nombre de donateurs et donatrices. On est à plus de 30 000 donateurs et donatrices, 2 fois plus que le nombre d'adhérents et d'adhérentes d'Europe Écologie Les Verts. J'y vois un fait politique, c'est-à-dire que les Françaises et les Français, en tout cas par cette souscription historique en faveur de l'écologie politique, affichent un soutien à l'idée que l'écologie survive et refleurisse. Et est-il y compris de la part d'électeurs et d'électrices qui n'ont pas voté Yannick Jadot. Bien sûr, si chaque électeur et électrice donne 2 ou 3 euros, on est tiré d'affaire. Mais dans les dons qu'on reçoit, on a aussi des personnes qui n'ont pas voté Yannick Jadot et qui pour autant se disent l'écologie doit continuer. D'un mot, est-il exact que le site pour recueillir les dons a été ouvert avant le premier tour, 2 jours avant le premier tour ? Moi, c'était mon rôle. C'est-à-dire que vous saviez que les sondages vous donnaient à 8, 9, 10, mais vous vous êtes dit on va se prendre une claque. Je ne savais rien, mais moi, mon rôle, c'est d'anticiper tous les scénarios les plus favorables. Et nous aurions organisé tous les scénarios favorables, évidemment, et un second tour, par exemple, comme les plus défavorables, et le fait de faire moins de 5%, et de pouvoir, dès 20h le dimanche, être prêt à lancer cette souscription, parce que c'est l'avenir de l'écologie politique qui est en jeu. Donc j'assume, oui, d'avoir été dans l'anticipation, dans la prévision, dans la précaution. On va parler, Julien Bayou, de ce qui se passe en ce moment des discussions avec les Insoumis, parler aussi du programme commun qui est sur la table sur plein de sujets qui intéressent vos électeurs, les électeurs de la gauche, que ce soit l'Europe, le nucléaire. On va rentrer dans le fond des discussions dans un instant. Le fil info tout d'abord à 8h40 avec Solène Cressan. Plusieurs communes de l'Est de l'Ukraine sont aux mains de l'armée russe, reconnaît ce matin l'Ukraine. La Russie qui progresse dans le Donbass et la région de Kharkiv coupe le gaz dès aujourd'hui à la Pologne et la Bulgarie parce que les deux pays ne paient pas en roubles, ce qu'exige Moscou. Hier, les 40 pays réunis en Allemagne ont décidé d'accélérer leur livraison d'armes à l'Ukraine. Les États-Unis ont redit que l'Ukraine pouvait gagner cette guerre face à la Russie. Un mauvais usage généralisé de l'argent public. Un audit indépendant commandé par Orpea confirme des dysfonctionnements chez le leader mondial des maisons de retraite. Des commandes passées au rabais pour récupérer des subventions. Les manquements sur les résidents semblent en revanche plus ponctuels. Vincent Lindon présidera le jury de la 75e édition du Festival de Cannes. Premier Français à la tête du jury depuis Isabelle Huppert en 2009. Et puis 7 buts en un match. Une première depuis 4 ans en Ligue des Champions. Manchester a battu le Real Madrid 4-3 hier soir en match aller avec un doublé de Karim Benzema pour le Real. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Les discussions ont débuté avec la France Insoumise pour les législatives. Vous parlez de coalition ou d'intégration dans l'Union populaire ? Il faut une coalition. Vous savez, si on regarde ce qui s'est passé le 10 avril, les écologistes sont à moins de 5%, on en a parlé. Les insoumis sont à 22%. Mais pour la deuxième fois, ou la troisième en fait, la France insoumise échoue à se qualifier pour le second tour. Et donc si c'est pour refaire l'Union populaire la même, ça échouera à nouveau. Si c'est la même offre politique, elle échouera à nouveau. Et donc nous avons entendu, vous voyez, je ne peux pas être plus clair, nous avons entendu le verdict du 10 avril. Je voulais aussi un peu parler du 24 avril, mais vous me lancez sur les prochaines législatives. Le verdict, il est très clair. Séparés, vous ne pesez pas. Et donc, si c'est pour faire une nouvelle union populaire ou quoi, eh bien, ça produira les mêmes effets. Ce ne sont pas des ralliements que vous préparez, des ralliements des écologistes aux insoumis. Nous proposons une coalition. C'est ça qu'on a entendu. C'est important le mot coalition. Le mot coalition, parce qu'il s'agit d'ajouter les offres politiques et donc, j'espère, les électorats. Le 12 et 19 juin, il y a des élections législatives. Et si on ne veut pas perdre 5 ans de plus,
vis-à-vis de l'inaction climatique que nous promet Emmanuel Macron, vis-à-vis de la casse sociale aussi que représente la réforme injuste des retraites à 65 ans, et bien dans ce cas-là, il faut des bataillons de députés écologistes, de gauche, insoumis, socialistes, communistes, de toutes les forces qui s'opposent à ce programme et qui peuvent, avec une majorité alternative, peser sur le cours des choses, augmenter les salaires, rétablir les services publics, lutter pour les droits des femmes, l'autonomie de la jeunesse, la règle d'or climatique, la rénovation thermique. Sur tous ces sujets, l'Assemblée peut agir. Les retraites, par exemple, vous, le programme de Yannick Jadot, c'était 62 ans, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'était 60 ans, le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Qu'est-ce qu'il y aura dans le contrat de coalition? Eh bien, on en discute, c'est qu'il y a un groupe... Couper la poire en deux, faites 61. Non, je pense qu'il ne faut pas de ces aspects de plus petits... Les Insoumis ont dit dans le programme, ce sera notre programme. Il faut... c'est dans l'entrée dans les discussions. C'est toujours la meilleure manière d'engager une discussion, évidemment. Non, nous, on ne veut pas de filet d'eau tiède. On ne veut pas le plus petit dénominateur commun. C'est sûr que, par exemple, vis-à-vis de Parcoursup, il ne s'agit pas de le couper à moitié. Il s'agit de le supprimer. Tout d'abord. Donc j'y viens. Ouais. On partage le même constat. La réforme à 65 ans, elle est injuste. Elle n'est pas nécessaire. On n'a pas de chiffrage, mais les derniers rapports nous disent que finalement, à 15 ans, le système est équilibré. Dans la dette, mais équilibré. Et que même la situation, la meilleure reprise permet éventuellement d'imaginer que ça soit équilibré plus tôt. Elle ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, à 62 ans, vous avez la moitié des personnes qui arrivent à la retraite qui sont hors travail. Pourtant, dans votre programme, c'était 62, c'était le maintien. Si vous prolongez, si vous prolongez le travail, en fait, vous mettez les gens plus longtemps dans la pauvreté, dans la difficulté. Nous partageons aussi le fait qu'on peut mieux partager les richesses et partager le travail. Et donc, pour terminer de répondre très concrètement, dans ces discussions où nous allons vraiment au fond des choses, nous avons demandé à la France Insoumise leur chiffrage. Parce qu'effectivement, c'est une belle ambition de pouvoir revenir à la retraite à 60 ans, et ça nécessite éventuellement des efforts que nous ne pouvons pas mettre ailleurs. La transition écologique, par exemple. Donc, si c'est chiffré, si c'est possible, vous dites pourquoi pas, vous n'excluez pas que le programme commun de la gauche, ce soit la retraite à 60 ans. On est en discussion. Ça s'appelle une négociation. Et je le redis, pour nous, c'est pas le plus petit dénominateur commun. C'est pas le filet d'eau tiède. Quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, rétablir les services publics, la règle d'or climatique et agir massivement pour la rénovation thermique, on n'y va pas à moitié. Un sujet important, Julien Bayou, sur l'international. On a vu pendant la campagne Yannick Jadot qu'il y a eu des mots très dur à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pendant le conflit en Ukraine. Il lui a reproché sa complaisance. C'est le mot qu'il a utilisé vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il l'a accusé par exemple d'abandonner les Ukrainiens à la tyrannie de Poutine sous couvert de neutralité et de paix. Là, il y a clairement deux lignes sur l'attitude à adopter. Comment vous mettez d'accord avec les Insoumis ? Alors, il y a des désaccords. Ils sont constants, ils ne sont pas nouveaux. Au Parlement européen, nos groupes écologistes et insoumis votent très différemment sur les sanctions à l'égard de la Russie ou autres. Pour ces législatives, soyons très clairs, l'international n'est pas vraiment le domaine de l'Assemblée. Quoi qu'on en pense. Dans cette 5e République, c'est le domaine de la présidence. Donc on met ça sous le tapis? Non, pas sous le tapis. On acte des désaccords. Vous actez des désaccords. Mais par exemple, si Jean-Luc Mélenchon arrive à Matignon dans 2 mois, vous continuez les livraisons d'armes à l'Ukraine ou pas? Nous sommes... Mais moi, je n'ai pas le sentiment que la France Insoumise, aujourd'hui, dise que livrer des armes à l'Ukraine est une bêtise. Si. Elle continue de le dire. Oui. Eh bien, je trouve que ça, effectivement, c'est un point de désaccord. Mais du coup, vous n'en avez pas parlé pour l'instant? On a mis de côté. Mais de la même manière que sur la question de l'OTAN ou sur la défense européenne, nous, on va pas... Nous portons la défense européenne depuis des décennies. Donc on va pas, nous sommes pro-européens, mais c'est chevillé au corps, c'est même écrit dans le titre de notre mouvement. Donc il ne s'agit pas d'y renoncer. Nos convictions ne sont pas à vendre, elles sont à prendre ou à laisser, vous voyez. Non mais pardon, il y a des choses concrètes qui vont toucher les Français. Exemple, l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, ce sont des décisions qui peuvent être prises aussi par l'Assemblée nationale. Les Insoumis disent ce serait une aberration. Vous dites si, il faut le faire tout de suite. Là encore, c'est un désaccord, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français sont frappés au porte-monnaie ou pris à la gorge par ces flambées de prix. Lui dit ça va être pire. Et donc il faut certainement les bloquer d'ailleurs, ces prix, de manière temporaire. Mais tout l'enjeu, c'est d'organiser justement notre indépendance. C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, et c'est bon désormais, on le sait maintenant, pour l'indépendance énergétique du pays. Donc l'enjeu, c'est d'organiser cette transition. C'est pour ça qu'il faut des dizaines de députés écologistes, insoumis et autres à l'Assemblée nationale. Ils ne seront pas d'accord. C'est pas ce président de la République qui va le faire. Mais ils seront pas d'accord. C'est parti pour un nouveau quinquennat d'inaction climatique. Julien Bayou, sur l'Europe, les Insoumis disent on doit pouvoir désobéir parfois aux traités européens si ça permet d'appliquer notre programme. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Alors, moi j'ai écrit tout un livre sur le fait que nous pouvons désobéir
pour sauver l'Europe. Donc, désobéir au traité. Désobéir pour sauver l'Europe. Parce qu'il y a des traités, notamment le TSCG, qui impose un cadre austéritaire qui ne permet pas les investissements nécessaires dans la transition écologique. Parce qu'il y a cette règle de l'unanimité fiscale qui permet que finalement le Luxembourg, par exemple, s'enrichisse sur le dos des voisins. Vous souhaitez par exemple qu'on puisse y mettre fin, que la France puisse décider toute seule certaines choses? Oui, en lien avec d'autres pays. Pour engager la transition écologique. Sauf que vous entendez votre candidat qui dit, Yannick Jadot, qui dit que si vous faites ça, c'est la fin de l'Europe. Mais parce que c'est une Europe à la carte. Non, il ne s'agit pas d'organiser l'opt-out ou l'Europe à la carte sur l'état de droit, sur le fait si la France décide, pardon que je vous coupe, si la France décide de passer outre les traités, qu'est-ce qui empêchera, c'est Yannick Jadot qui a dit ça pas plus tard qu'hier, qu'est-ce qui empêchera la Pologne par exemple de dire moi je passe outre sur l'état de droit? Qu'est-ce qui empêchera un pays de dire sur la fiscalité je fais ce que je veux? La France donnera l'exemple. Ça peut pas se faire sur l'état de droit, ça ne peut se faire que sur les politiques économiques. Quand le Portugal, mais au nom de quoi? Quand le Portugal par exemple a désobéi aux recommandations de la Commission européenne sur le marché du travail ou sur d'autres privatisations de services publics, notamment sur l'eau, finalement, sa situation économique s'en est retrouvée améliorée. Ils auraient pu être sanctionnés, ils ne l'ont pas été. C'est une désobéissance pour pouvoir appliquer un projet. Voilà ce que nous proposons. Si la France est condamnée, si elle doit par exemple payer des amendes, la France le paiera. Mais vous savez que la France désobéit déjà en fait. Oui, puisque les 3%, il y a eu une mise entre parenthèses de longue date. Des critères. Vous dites, ça s'applique uniquement à l'économie, ce que vous dites, ou à tout? Non, c'est à l'économie, bien sûr. Parce que, par exemple, il se trouve que la France ne respecte pas la directive qualité de l'air. Il ne s'agit pas de la mettre entre parenthèses. Au contraire, c'est la qualité de l'air, c'est l'action européenne qui permet des fois de faire agir enfin la France pour protéger la population. Pareil sur la qualité de l'eau. En début de semaine, on a appris que l'Europe allait pouvoir produire une liste de produits chimiques à bannir. C'est bien l'Europe qui protège. Donc nous, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe. Il s'agit désobéir à un traité. C'est quelque part mettre un pied en dehors de l'Europe. Il s'agit de la réorienter. Et c'est surtout contradictoire avec tout ce qu'a dit votre candidat pendant la campagne présidentielle. Il s'agit de la réorienter. Oui, mais de la même manière, certains proposaient... Vous jouez un tout petit peu sur les mots, non? Certains proposaient... Non, mais voilà, écoutez, j'ai écrit ce livre je remercie la France Insoumise de lui faire une publicité aux éditions Rue de l'Échiquier. Je vais vous le laisser. Je vous pose la question différemment. Qui fait la ligne aujourd'hui? Yannick Jadot, hier chez nos confrères de France Inter, dire si on fait ça, si on sort de quelques traités uniquement la France, c'est la fin de l'Europe. Vous dites quasiment l'inverse maintenant. Non, pas du tout. Alors là, vous nous dites on doit pouvoir le faire sur l'économie. Il est hors de question d'organiser une Europe à la carte. Qui pilote aujourd'hui? Qui négocie? C'est la ligne Jadot ou c'est la ligne Bayou? C'est la même ligne, je suis désolé. C'est la même ligne. C'est la même ligne. On n'a pas l'impression. Nous avons un mandat qui a été voté à 95% lundi par notre Parlement interne, le Conseil fédéral. Des discussions, mais en fait, comment on appelle ça, cohérentes et j'allais dire conviviales. Non, c'est pas le bon mot, convivial. En fait, mais cohérente. Franchement, si. Dans le respect. Et 95% pour un mandat, la coalition la plus large possible sur le mandat le plus ambitieux, sur le programme le plus ambitieux. Hors de question de mettre un doigt dans un engrenage qui sortirait la France de l'Europe. C'est hors de question. Nous sommes pro-européens autant que nous sommes écologistes. Il n'y a pas d'écologie sans Europe, de la même manière qu'il n'y a pas de lutte contre l'évasion fiscale sans Europe, que pour l'accueil des réfugiés, vous avez besoin de l'Europe. Vous avez besoin de l'Europe, la France est plus forte dans l'Europe. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, est l'invité de France Info, 8h51, le fil info avec Solène Cresson. Et si on ne veut pas perdre 50 plus, il faut des bataillons de députés de toutes les forces de gauche, estime sur France Info Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui souhaite une coalition en vue des législatives. Une réunion est justement prévue tout à l'heure entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, mais lui ne parle pas de coalition, plutôt de reddition en cas d'union. Jean-Christophe Cambadélis, ancien patron du PS, invité de France Info. La Russie coupe le robinet, plus de livraison de gaz dès ce matin vers la Pologne et la Bulgarie, car les deux pays ne paient pas en roubles, comme exigé. L'armée russe progresse dans le Donbass et dans la région de Kharkiv. Kiev reconnaît que plusieurs localités sont aux mains des Russes. Il était un père et un repère, raconte sur France Info la comédienne Muriel Robin. Cet après-midi, elle lira une lettre dans la cour d'honneur des Invalides pour rendre hommage à Michel Bouquet, 2 semaines après le décès de l'acteur à 96 ans, hommage national, présidé par Emmanuel Macron. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, sur le nucléaire.
autre point de discorde, vous dites il faut mettre fin au nucléaire. Le communiste Fabien Roussel, qui fait partie aussi des négociations avec la France insoumise, dit qu'il lui est pour le nucléaire, qu'il faut le relancer. Qui va l'emporter ? Ça ne peut pas être l'option pro-nucléaire qui l'emporte, évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui... évidemment, c'est pas le point de vue de Fabien Roussel. Et aujourd'hui, on célèbre les 36 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, c'était le 26 avril, c'était hier, le 26 avril 1986. 36 ans après, on se réveille à nouveau inquiet parce que Volodymyr Zelensky ou l'Agence internationale de l'énergie nous apprennent que la situation à Tchernobyl est critique. Non, ça a été démenti à l'invasion russe. Ça a été démenti, l'information sur Tchernobyl. Dans la foulée, oui. Radioactivité jugée anormale, il y avait une erreur de traduction. Pardon, vous avez peut-être raté le démenti, c'est toujours comme ça, les démentis ont moins d'écho que les premières informations, ça a été démenti. Fort heureusement, dans les heures qui ont suivi, il n'y a pas de radioactivité anormale à Tchernobyl. Je vous laisse terminer. Très bien, non, mais vous me rassurez, effectivement, mais simplement, je pense que quand les obus sont tombés, ou qu'on a appris en février, du coup, que la zone de Tchernobyl était l'objet de combat, je pense que personne a bien dormi ce soir-là. Donc pour nous, le nucléaire est pas ça, c'est une ligne rouge pour vous. Bien sûr, bien sûr. Et ils disent quoi, les je insoumis ? dis ça parce qu'on a posé la question à Manuel Bompard, qui, du côté des Insoumis, pas plus tard que lundi matin, qui nous a dit sur le nucléaire, ce ne sera pas dans l'accord. Ah ben voilà. Attendez, ce sera soumis à un référendum des Français. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Pour nous, alors écoutez France Info, déjà vous aurez plein d'infos sur le nucléaire et sur les insoumis. Pour nous, ça ne peut pas être dans l'accord. Il a dit ce sera soumis aux Français qui pourront donc voter pour ou contre. Là, je vous parlais de Tchernobyl, mais je pourrais développer sur le coût faramineux. En fait, on ne peut pas faire tous les investissements que nécessite le nucléaire et proposer d'autres options. Et Julien Bayou, on a l'impression que vous essayez de nous convaincre, nous, sauf que c'est avec les insoumis que vous négociez. Et là, on a l'impression que vous en êtes loin. Nous, c'est très simple. De l'accord. Nous, on a des convictions, elles sont à prendre ou à laisser. Nous sommes prêts à discuter d'une coalition de grandes mesures programmatiques qui font un projet de gouvernement. Simplement, si vous me dites qu'il faut sortir de l'Europe et reprendre le nucléaire, ça sera sans nous, c'est très simple. Ça, c'est les lignes rouges que vous fixez, Europe, nucléaire. Bien sûr. Il n'y en a pas d'autres. Mais par cohérence, par conviction, par respect aussi des personnes qui soutiennent l'écologie tout ce temps. Est-ce que Sandrine Rousseau sera investie par cette coalition si elle existe? Alors, moi j'ai eu vent d'un article de Mediapart, mal informé. Et un article qui explique que vous, à Europe Écologie Les Verts, vous n'avez pas donné son nom aux Insoumis et que du coup elle ne sera pas investie à Paris. Sauf que c'est tout le contraire. Si Sandrine Rousseau est investie par les écologistes, c'est précisément parce que nous l'avons soutenue. Parce que Europe Écologie Les Verts, et notamment la sensibilité que je conduis, a décidé de la soutenir. Parce qu'elle ferait une bonne parlementaire, parce qu'elle mène des combats. Et simplement, nous avons à chaque fois, si on veut rentrer dans le détail et pour être très précis, demandé, dans le cadre de cet accord sur les législatives, la 9e circonscription de Paris, où elle est investie ou préinvestie. Et dans les dernières offres, la France insoumise a retiré la 9e circonscription de Paris. Donc il y a bien un blocage, mais de l'autre côté. Voilà, c'est là, si vous voulez. On peut faire la transparence, puisque voilà, je précise le nombre de députés est assez... qui nous écoutent à la radio, que vous avez la liste des circonscriptions en égo. Oui, parce que le nombre de députés est important. Pendant qu'on est sur la liste, combien vous en avez là, au total? La dernière offre que nous faisons, c'est aux alentours de 15 à 20% sur des circonscriptions. 165 circonscriptions. 15 à 20% de 165 on peut faire circonscriptions jugées gagnables. À vue de, je calcule rapidement, ça fait une trentaine de circonscriptions qui seraient donc pour les écologistes dans cet accord. Mais vous en êtes arrivé là et les Insoumis ont dit OK ? Non. Mais de la même manière que leur dernière offre n'était pas à la hauteur de leur proposition. Donc en fait, on discute. Vous vous laissez jusqu'à quand pour conclure ? Il faut pouvoir terminer ce week-end ou en fin de semaine. Vous voyez, il y a cette semaine-là. Oui, il y a des discussions sur le projet. On a balayé quelques points. Oui. Nous disons qu'on peut construire une coalition et qu'il n'y a pas d'accord sur tout, c'est pas vrai. Nous, on a un point de vigilance absolu sur les conséquences européennes des choix qu'on fait. Il est hors de question d'organiser la sortie de la France de l'Europe. Ça, c'est très clair. Il y a d'autres sujets. Il y a notamment la question de la stratégie, parce que nous, on propose par exemple de dire Union populaire écologiste. On nous dit non, c'est l'Union populaire. C'est-à-dire d'avoir le nom de votre parti sur les affiches. Elle reflète l'idée d'une coalition. Là-dessus, on vous dit quoi ? On nous dit non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas le logo Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas pourquoi l'Union populaire pourrait pas être écologiste ou quoi. En tout cas, nous disons que si Jean-Luc Mélenchon choisit de refaire aux législatives la même offre politique qu'à la présidentielle, ça produira le même effet. Peut-être un bon score, mais ça échouera
à peser sur le quinquennat. Et puis enfin, la représentation des écologistes. Et moi, vous voyez, toutes ces questions, pour moi, elles sont parfaitement transparentes. Le nombre de députés importe. Et donc, s'il faut faire la transparence, moi, je le ferai. J'ai beaucoup de questions, beaucoup d'intox qui circulent. Moi, je suis prêt à faire toute la transparence sur ces discussions, parce que c'est ça aussi, une démocratie mature, c'est quand il y a des accords, des coalitions, eh bien, on peut les présenter de manière transparente aux électeurs. Justement, et aux électrices. Et juste une dernière question sur l'affiche qui a été dévoilée par les Insoumis, affiche qui montre Jean-Luc Mélenchon avec écrit en gros Premier ministre. C'est leur manière de lancer les législatives. Est-ce que cette affiche-là, elle vous agace ? Non, mais je pense que ça produirait les mêmes effets que la présidentielle. En fait, il ne faut pas confondre les législatives avec une présidentielle bis. Mais par exemple, ils vous ont consulté avant de faire cette affiche ? Absolument pas. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient consulté grand monde, en fait. En vérité, nous, on a des processus internes. Des fois, on se moque. Moi, je crois à la démocratie, comme je crois à la démocratie interne. J'ai un mandat le plus large, 95%. Oui. C'est difficile de faire mieux pour la coalition la plus ambitieuse possible. Si les écologistes veulent reproduire la présidentielle, alors malheureusement, ça sera un nouvel échec. Tout l'enjeu pour nous, c'est de peser sur le quinquennat qui vient. On ne peut pas se permettre 5 ans d'inaction ou d'impuissance, comme l'attitude de la FI en 2017 nous y avait condamnés. Merci beaucoup, Julien Bayou. Très bonne journée à vous.